Nous sommes le 27 novembre et bienvenue dans notre chronique DemoLab. Aujourd'hui, dans le studio, nous allons recevoir la toute belle et bien Joanie Forgette qui va nous présenter un objet spécial dont vous saurez dans quelques secondes. Alors, sans plus tarder, nous allons dire bonjour à Joanie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, toi? La vie va bien? Moi, oui, tout va bien. Ok. Alors, je vois que bel et bien vous nous avez apporté quelque chose de spécial dont nos téléspectateurs veulent, d'après moi, savoir qu'est-ce que c'est. Moi aussi, je suis un peu curieux. C'est quoi ça? Vous pouvez nous la présenter? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une poupée noire, en fait, qui vient de Floride. Puis, c'est à peu près ça, là. Elle est vieille, elle est vintage, Ok. je dirais. Ben, comment l'avez-vous eu, votre poupée noire? Ben, en fait, c'est mon grand-père qui était parti en voyage en Floride avec ma grand-mère. Ok. Puis, il était tombé en amour avec la poupée, puis il l'a ramenée chez lui. Puis, ben, moi, je suis allée chez lui et je suis tombée en amour aussi avec la poupée. Ok. Puis, vu qu'il voyait que je l'aimais, ben, il me l'a juste laissée. Adorable, adorable. Ben, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial sur cette poupée noire que vous êtes, comme vous l'avez aimée, il y a quelque chose de spécial? Oui, ben, en fait, mon grand-père est décédé quand j'avais comme 3-4 ans Ok. environ. Puis c'est un peu à l'âge, je crois, que j'ai eu la poupée. Alors pour moi, à chaque fois que je vois la poupée, c'est mon grand-père que je vois. Ok. Je crois que ça m'a marqué, en fait, son décès à cet âge-là. Puis c'est vraiment ça. Quand je vois ma poupée, je vois mon grand-père. Donc, vous avez dit que votre grand-père a été décédé quand vous avez eu l'âge de 4 ans. Ça veut dire que cette poupée, vous l'avez eu comme vers l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas? Ouais. Ok. Ben, si je regarde la poupée, d'après moi, je perçois qu'elle a un manque un bras droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un accident ou bien vous l'avez coupé par vous-même? Ben, honnêtement, je pourrais pas vraiment le dire parce que je m'en rappelle pas. Je l'ai eu quand j'étais jeune. Petite, ouais. Alors, c'est vraiment un blanc sur ça. Mais je C'est blank. suppose que vu que j'étais jeune, ben, j'ai dû la traîner partout, j'ai dû la promener un peu partout. Alors, ça a dû tomber un jour ou l'autre. Ok. Donc, c'est quelque chose juste que je peux l'observer. Oui, OK. On va quand même le montrer à nos téléspectateurs. Donc, c'est quelque chose juste comme fait à base, d'après moi, de chiffon. Une poupée noire à l'africaine, mais pas la couleur que moi, je m'excuse. Et elle a des cheveux crépus, bien imaginé. C'est une poupée noire. Ben, quand on la met de même, elle ferme ses yeux. Et Quand elle est quand on la couchée, met en de fait. même, elle ouvre ses yeux. Ouais. Quand elle est couchée, elle ferme ses yeux. C'est comme elle dort, OK. puis elle est réveillée. OK. OK. Je vais vous la rendre. OK. Est-ce que vous l'avez déjà perdue ou laissée quelque part, égarée, que vous ne vous souvenez pas, ou ça vous a perdu la tête? Non, j'ai aucun souvenir que je l'aille perdue ou autre. Elle est toujours là. Elle est toujours de bien. Vous prenez bien soin d'elle, d'après moi, j'espère. Oui, mais là, elle est vieille, là. On le remarque avec le jaune de sa robe, mais oui, quand même. OK. À part votre poupée noire, est-ce que vous avez eu quand même beaucoup d'autres, est-ce que vous avez quand même eu beaucoup d'autres souvenirs de Floride que vous avez ramenés? Moi, de mon grand-père qui m'a Yep. ramené à moi, Yep. oui, j'ai une tirelire en coconut. Coconut. Ouais, la noix de coco, là. Mhm. J'ai une tirelire en noix de coco que ma mère déteste et ma grand-mère aussi, je crois, mais mon grand-père l'aimait, puis moi aussi, là, mais ça fait beaucoup de poussière un peu partout parce que ça perd... OK. Oh, j'aurais vraiment aimé écouter tout le temps de vos histoires, mais on n'a vraiment pas beaucoup de temps parce que l'heure est comptée, chaque chose a son temps. Alors, ici, c'était Eric Chimba. Sur DemoLab, nous avons pu observer la poupée noire de Joanie. Restez branchés parce que la fois prochaine, vous recevrez Camille Fortin qui va vous présenter un objet spécial dont c'est à vous de découvrir. Alors, sans plus tarder, on vous dit au revoir. Merci. Poupée noire.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Démolab. Aujourd'hui, nous avons l'heureux et grand plaisir de recevoir avec nous Camille Fortin qui va venir nous parler de son magnifique objet qui est le longboard. Bonjour Camille. Bonjour Joanie. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus c'est quoi en fait un longboard? Bien oui, certainement. Ce que c'est, comme vous pouvez voir, vraiment du bois. C'est des planches de bois qui sont rassemblées ensemble comme des lattes. Ouais. Ici, on peut voir, ça s'appelle comme de la grip, OK. qui met par-dessus pour que ton pied puisse adhérer puis ne pas glisser, en fait. Ensuite, on retrouve simplement 2 trucks pour tenir les roues. 4 roues. Tu as OK. les bearings de roues à l'intérieur. Puis, ce que ça sert, en fait, ça a bien des utilités. Bien, pas tant que ça, mais dans le fond, c'est un moyen de déplacement assez basique. Tu peux aller te promener avec ça, tu peux faire ça, tu peux te déplacer comme ça serait un vélo. OK, la même catégorie que le vélo, le skate et exactement, oui. Donc, ça peut vraiment faire... Puis toi, c'est comment on fait qu'on t'a initié vers le longboard? Bien, moi, j'ai toujours aimé les sports un peu de planche, puis j'ai quand même pas mal d'équilibre. Alors, j'ai fait du ski, par contre, non étrangement, mais j'ai essayé de faire du surf une couple de fois, 2 fois, OK. puis j'ai vraiment, c'était une histoire d'amour, fait que j'avais le goût d'essayer quelque chose un peu dans le même style, c'est pas la même chose du tout, mais en fait, l'histoire du longboard, c'est que c'est des surfeurs de la Californie qui cherchaient plus de sensations parce que quand ils pouvaient pas aller, mettons, surfer, bien, ils prenaient des longboards, ils ont juste comme... comme le film Z-Boys, ça? Oui, Ouais, OK. c'est dans le fond, ils ont shapé leur board pour pouvoir avoir plus de... Parce qu'un longboard, c'est beaucoup plus smooth qu'un skateboard ordinaire, en fait. Ouais, j'ai déjà essayé. C'est comme entre le skate et le surf. Oui, que j'ai pu remarquer. C'est vraiment plus... c'est plus mou, comment je pourrais dire? C'est un peu plus stable, mais c'est ça, c'est plus... c'est plus relax. C'est plus relax? Oui, OK, cool. c'est smooth, c'est ça le mot. Là, c'est smooth. Ah, OK. Puis, c'est quand tu as commencé à faire ça? Il y a environ 2 ans, je me l'ai procuré il y a près d'1 an et demi. Puis j'avais essayé avec d'une autre forme, mais ça ne changeait rien finalement. C'est vraiment plus pour le look que j'ai adopté celle-ci. Mais... Tu pourrais montrer peut-être à la caméra, peut-être le look, parce que moi, je le vois. Puis, ça serait peut-être le fun On voit l'autre côté. Là, j'ai mis, c'est sûr, Tu as mis des autocollants Oui, ici? c'est juste pour le fun, parce que mon beau-frère, il travaille dans un magasin comme un board shop, en fait. OK. C'est là que tu l'as acheté? Oui, c'est là qu'il m'a amené pour montrer tous les genres qu'il y avait. Puis je me suis bien amusée à choisir. À choisir. Ouais, parce qu'il y a tellement de sortes puis de designs différents. Ah ouais? Y a-tu des formes différentes ou la forme revient à peu près pareil? Non, justement, c'est ça. Cette forme-là, on va dire qu'elle est plus, je veux dire, old school, dans le fond. OK. Parce que les plus récentes sont surtout des rectangles. Ah! Donc, ils sont faites en long aussi, bien sûr, puis le rectangle. Donc, celle-là est plus comme les anciennes, puis je voulais retrouver ce vieux style vintage. Oui, je trouvais ça le fun. Puis ça ressemble plus à une planche de... Oui, de surf, un peu. Puis, les roues, c'est-tu toujours le même standard ou... non, ça peut changer, varier? ce qu'ils appellent... non, ça peut changer, puis c'est pas tout le même matériau. Je pense que c'est pas tout le même matériau, les mêmes matériaux. Les mêmes matériaux? Moi, c'est eux de base, mais il m'avait dit tu reviendras me voir si jamais tu deviens meilleur, tu fais plus de descente, tu peux t'adapter à d'autres styles de roues. Puis toi, ça tente de spécialiser ou c'est vraiment juste pour ton plaisir? C'est pour le fun, puis d'être vraiment à l'aise dessus, par contre. Si je peux me déplacer le plus souvent possible l'été avec, ça serait ça mon but. Ah, ben c'est vraiment cool. Hey, j'aime vraiment ça. Ça me donne envie d'en faire encore. Ben merci beaucoup de nous avoir présenté cet objet-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ben c'est tout pour aujourd'hui, en fait, mais restez avec nous parce que la semaine prochaine, on va recevoir Renaud qui va venir nous parler de son objet très spécial.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Démolab. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Renaud Guertin, qui est là pour nous parler de son objet fétiche, qui est le Nintendo. Bonsoir Renaud, comment ça va? Ça va très bien, Camille. Et toi? Ça va number one. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un Nintendo Entertainment System. C'est le nom sur lequel il est sorti en 85 ici aux États-Unis. Il est sorti en 83 sous le nom de Famicom au Japon. OK, excellent. Puis qu'est-ce qui a motivé ton choix d'objet? Pourquoi tu as choisi celui-ci en particulier? Eh bien, comme je vous ai mentionné, le Famicom est sorti au Japon en 83. Donc, c'est le 30e anniversaire de la console et c'est une console phare. C'est ce qui a sauvé l'industrie du jeu vidéo. Donc, j'ai fait ce choix pour ça. Puis, veux-tu nous parler un peu de ces manettes emblématiques? Ah, mais certainement. Donc, c'est des manettes qui sont effectivement emblématiques. On reconnaît souvent la Nintendo, c'est le symbole, la manette. Donc, ce qui était nouveau lorsque c'est sorti, c'était le petit pad ici en croix OK. qui remplaçait les joysticks qui étaient souvent encombrants. C'est assez simple, mais Oui. Mais c'était révolutionnaire à l'époque. je comprends tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de la première console de jeu de la compagnie de Nintendo? Non, ils ont été un peu dans les bornes d'arcade auparavant. Et puis, étant donné le succès de ces bornes-là, ils ont décidé de continuer dans la console de maison. OK, plus pour les gens à la maison, consommation. Exactement. Personnelle. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer l'immense succès de la console, la NES? Eh bien, oui, en fait, ça vient un peu de leur credo. Leur credo, c'est toujours avoir des jeux de qualité. Donc, les jeux se doivent d'avoir l'emblème Nintendo Approved, là. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que beaucoup d'industries au début des années 80 étaient il y avait Atari, entre autres, qui faisait beaucoup de jeux vidéo, des consoles, mais ils sortaient des jeux à la pelletée sans vérifier la qualité. Les autres, c'était la quantité qui primait. OK. Et puis, ça a un peu coulé les jeux vidéo parce que les gens payaient pour les jeux. Alors, entre autres, le jeu E.T., qui a été sûrement un des pires jeux vidéo jamais produits. Ils en ont produit plus de 3 millions d'exemplaires et 2 millions sont restés sur les tablettes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des faillites. OK. Il y a eu la chute des consoles aussi. Donc, le Nintendo, eux autres, c'est la qualité. Mais pourquoi il était mal fait? Parce que c'était juste. Ben, pourquoi il n'était pas vendu? Parce qu'il était mal fait? Le jeu était très mauvais. OK, mauvais. Très mauvais. C'était, premièrement, le jeu était compliqué. Il y avait des glitches qu'on appelle des erreurs dans le jeu. Donc, E.T. tombait dans un trou, c'était impossible de sortir. Donc, à ce moment-là, ça arrête le jeu. C'est un petit peu plate. Fait qu'il y avait un manque de concurrence, c'est ça que vous disiez tantôt? Oui, bien, certainement, il y a de concurrence. Effectivement, il y a des compagnies qui ont fait faillite ou d'autres qui se sont redirigées plus comme Philips vers les ordinateurs de maison qui commençaient à sortir à ce moment-là aussi et qui concurrençaient un peu la console. Donc, Nintendo est arrivé dans un marché qui était en déclin. Donc, personne ne voyait un avenir dans ce marché-là. Ils se sont présentés avec leur console. OK. Dans le fond, c'est quoi l'impact que ça a eu pour la compagnie, la NES? C'est ça qui. Bien, c'est la première Ok, console, justement, elle est arrivée, puis elle a eu un impact immédiat. OK, c'était immédiat. Les jeux, dont Super Mario Bros, qui a vraiment aidé à lancer la console, sorti en 1985. Il y avait un foyer sur 3 aux États-Unis et au Japon en 89 qui avait une console Nintendo dans son salon. Parfait. Tu penses que ça a eu un impact sur la société aujourd'hui? Oui, effectivement. Si le Nintendo s'était pas présenté, l'industrie du jeu vidéo en console aurait probablement pas remonté. En fait, on ne peut pas le dire, là. C'est facile à dire maintenant, mais c'est l'apparition de cette console-là qui a vraiment relancé l'industrie de la console du jeu vidéo. Bien, merci beaucoup, Renaud. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été une belle soirée. Puis restez avec nous la semaine prochaine. On a une invitée spéciale juste pour vous. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.
Bonsoir et bienvenue à l'émission DémoLab. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir en studio M. Patrick Camille qui va nous parler d'une console plus que répandue dans les salons communs, donc le PS3. Donc bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour, oui, vous? Oui, ça va très bien. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui a motivé le choix de ton objet aujourd'hui? La PS3, c'est l'une de mes consoles préférées. C'est une console de Sony, de la compagnie Sony. Okay. Ils ont eu la PS1, la 2, 3, portables, différents types de portables en fait. Puis maintenant, ils viennent sortir la quatrième en fait. So, j'ai beaucoup aimé la PS3, so je l'ai acheté, puis c'est mon bébé. Excellent. Et je peux voir ici que tu as amené une manette. Donc, qu'est-ce qui caractérise un peu les manettes du PS3? Les manettes de PS3, c'est pas vraiment différent des autres manettes. Vous pouvez le voir, il y a des boutons X, carré, triangle, rond, puis les flèches, puis des analogues. Alors, avec les analogues, c'est ça qu'on bouge souvent la caméra et le personnage. Puis les actions sont les boutons X et Y. OK, parfait. Fait que là, on utilise les deux joysticks quand on... Exactement. OK, parfait. Et puis, selon toi, pour la compagnie Sony, ça a été quoi un peu l'impact du PS3 quand c'est sorti, la PS3? Ça a eu un grand impact parce qu'en même temps, ils sont tout le temps en compétition avec la compagnie Microsoft à cause de Xbox. Okay. So, quand c'est sorti, ils ont eu... il y avait des fans de PS3 qui mettaient des posts partout que PS3 est mieux que Xbox, puis il y a d'autres. Il y a toujours un conflit. Mais on peut voir que PS3, ils ont fait beaucoup d'argent avec. Parfait. Ouais. Et tu me parlais tantôt, tu mentionnais que la PS4 était sortie. Donc, est-ce que tu considères que la PS3 a encore sa place sur le marché ou c'est terminé? Oui, comme tous les amateurs de jeux vidéo, je dirais que une console, même si elle est vieille, ça devient un classique. So, quand même, il y a un jour, tu vas vouloir utiliser ta console PS3, même s'il y a une PS25 ou quelque chose. C'est comme la 64, par exemple. Tout le monde aime leur 64. Excellent exemple. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire, dans le fond, un peu pourquoi la PS3 a eu un aussi grand succès, selon toi? La raison, même, c'est l'une des différences entre Xbox et la PS3. Okay. La PS3, en ligne, quand tu joues des jeux en ligne comme Call of Duty, des choses comme ça, c'est un jeu de guerre. Puis, tu n'as pas besoin de payer pour jouer en ligne. C'est juste, tu achètes ton jeu, tu le mets, tu as une connexion Internet, tu as un compte PSN, puis tu joues en ligne gratuitement. Contrairement à l'Xbox, il faut que tu paies comme Xbox Live chaque mois, puis c'est juste... Tout le monde préfère jouer gratuitement que payer 2 fois pour jouer. OK. Donc, c'est principalement une des raisons pour lesquelles tu préfères ça. Y a-t-il d'autres raisons dans les jeux, la façon dont c'est fait, les menus? Ou... D'après moi, PS3 a une meilleure graphique que Xbox. OK. Ouais, et aussi, il y a la manette, je préfère. C'est plus petit, puis par exemple, la manette de la Xbox, c'est grande, puis quand tu joues trop, ça fait mal à la main. Okay. Puis la manette de la PS3, c'est plus petite, so c'est plus facile à manœuvrer, puis tout. So, ouais. D'accord, parfait. Selon toi, un peu, la PS3 a eu quel genre d'impact sur la société, sur les jeux vidéo en tant que tel? Ça a eu une très grande innovation, parce qu'ils ont commencé à utiliser les Blu-ray et tout. Okay. So, ouais. Parfait. Mais c'était tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à l'émission. On remercie Patrick de nous avoir parlé de la PS3. Merci. Et je vous invite à rester parmi nous parce que la semaine prochaine, nous allons voir Alex Bélanger qui va nous parler d'un ballon de soccer extrêmement spécial, celui de la Coupe du monde de 2010, celle de l'Afrique. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée.
Zamina mina, waka waka, Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Démolab. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial qui va nous parler de son Jabulani. Alors, sans plus tarder, accueillons Alex avec eux, Bélanger. Bonjour Alex, Allô. comment ça va? Bien, toi? Bien, bien. Alors Alex, c'est quoi le Jabulani en Un fait? Jabulani, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est vraiment simple. C'est juste un ballon de soccer, mais spécifique, parce qu'il a été conçu pour la Coupe de soccer du monde 2010. Ah, nice. Oui. Alors, puis, elle a eu où lieu? En Afrique du Sud. En Afrique. OK, Oui. en Afrique du Sud. Ah, Ça nice. fait un bout. 2010. Et de quelle façon vous êtes-vous procuré ce ballon? Dans le fond, c'est une de mes amies, une de mes bonnes amies avec qui je joue au soccer depuis que je suis très jeune, qui est allée en Afrique du Sud durant l'été 2010. Wow. Puis elle a eu la chance d'assister à 2 matchs. Wow. Fait que c'est là qu'elle s'est procuré un ballon à elle-même, puis elle a décidé de m'en rapporter un, vu qu'elle sait que le soccer, ça représente beaucoup pour moi aussi. Qu'est-ce qui rend ce ballon unique à vos yeux? Dans le fond, c'est que c'est un ballon, pour moi, c'est un ballon de collection un peu. Puis il est spécial à comparer les autres parce qu'il y a une texture différente. Si tu veux toucher, on voit que la texture est vraiment différente des autres ballons. Nice. Il y a aussi moins de couture, puis ça fait que tu as une meilleure précision puis un meilleur contrôle de balle avec celle-là. Puis il y a aussi comme 11 couleurs différentes pour représenter l'Afrique du Sud. Fait que je trouve que c'est un ballon vraiment bon à voir. OK. Et pourquoi ce ballon est-il important pour vous? Parce que le soccer, c'est ma plus grande passion. J'ai commencé à jouer quand j'étais vraiment jeune, 4 ans et demi. Puis ça représente beaucoup pour moi. Fait qu'avoir un ballon d'une aussi grande importance, c'est important pour moi. Puis je suis vraiment contente. Puis en plus, qui m'a été offert par une de mes bonnes amies que j'ai rencontrée grâce au soccer, avec qui j'ai tissé des bons liens. Ça représente aussi notre amitié en même temps. OK. Puis, avez-vous déjà joué avec ce ballon? À peine quelques dribbles, là, je dois vous dire. J'ose pas trop. Tu sais, c'est vraiment un ballon que je veux garder intact puis le plus beau possible, le plus longtemps possible. C'est Donc, quand même- je fais attention. C'est tentant, mais je fais attention. C'est quand même la Coupe du Monde. Oui. Et donc, vous ne comptez jamais l'utiliser? Non, à moins d'une occasion vraiment spéciale qui vaudrait la peine, mais sinon, je pense vraiment y prendre soin puis le laisser de côté. Et pourquoi votre ami a pensé à vous? Bien, comme je disais, c'est ça, c'est une amie de longue date avec qui j'ai tissé beaucoup de liens au soccer. On s'entend super bien. On joue ensemble depuis au moins 15 ans. On se connaît depuis 15 ans, pardon. On joue ensemble depuis au moins 10 ans. Puis, fait que dans le fond, quand elle s'en est procuré un, elle savait que c'est un cadeau qui me plairait aussi. Puis, elle a sauté sur l'occasion. Et la Coupe Soccer doit être populaire pour qu'un ballon soit spécialement conçu Oui, pour l'événement. la Coupe du monde de soccer, c'est un événement vraiment couru chez les fans de soccer. C'est suivi par beaucoup de monde à travers le monde, justement. Puis c'est pour ça, ils ont conçu un ballon spécial. Puis je sais aussi qu'ils ont fait une trompette pour l'occasion, puis une chanson même. Donc, Puis comment ça marche? c'est 32 équipes OK. qui s'affrontent, puis dans le fond, enfin, tu as une équipe championne. OK. C'est quoi l'intervalle entre comme, disons, la première Coupe du Monde et la deuxième? Est-ce qu'il y a des... Ah, OK. 4 ans. 4 ans? Pardon, oui, c'est à tous les 4 ans. Donc, comme vous pouvez vous douter, il va en avoir une en 2014 qui s'en vient. Alors, comptez-vous y aller? J'aurais vraiment aimé y aller, c'est sûr, mais ça ne sera pas possible malheureusement pour l'été prochain. Donc, ça va être à remettre, mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais y aller avec mon amie Jessica, justement, qui m'a offert le ballon. Ce serait vraiment le fun. Puis c'est où la prochaine? Ça va être au Brésil, pardon. Au Brésil. Oui, All right. Ben, merci d'avoir été avec nous. ça m'a fait plaisir. J'aimerais apprendre peut-être une autre fois à propos du ballon. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir assisté à notre émission. Puis, merci à Alex de nous avoir parlé de son Jabulani. Alors, restez branchés. La semaine prochaine, on reçoit M. Ralph Andy Brutus qui nous parle de son téléphone HTC One. Ne manquez pas ça. Salut, t'es Claude, je pense.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission Démolab. Pour vous, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Raphaël Brutus, notre chroniqueur, qui vient nous parler de son cellulaire, le HTC One. Alors, sans plus attendre, accueillons-le pour qu'il nous en parle davantage. Bonjour, Raphaël Brutus, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon. Peux-tu nous décrire en quelques mots c'est quoi le HTC One? Alors, le HTC One est un téléphone cellulaire fait par Android. OK. Le petit bonhomme vert là, avec moitié Oui. découpé, là. Oui, c'est lui. OK. Ça, c'est Android. Oui, ça a été fait par eux. Il est un cellulaire léger, et très Facile à beau. porter. Oui, facile. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce cellulaire-là à la place d'un autre. Alors, j'ai choisi ce cellulaire parce que mon contrat était fini. OK. Alors, j'ai dû évoluer avec un nouveau cellulaire. Ça laisse pas le choix. C'est ça. Alors, qui fait que dès sa sortie, j'ai été le chercher. OK. Et puis, ça fait environ un an. OK. Oui. Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus à propos de ce téléphone-là? Alors, j'aime bien l'écran large. OK. C'est Oui. une des raisons pour lesquelles j'ai été chercher. L'écran est large. Quand je regarde des vidéos, je peux bien le voir. Et Une bonne qualité aussi d'image? c'est ça, la qualité est bonne. Et puis, j'aime bien le son. Alors, le son est de l'avant, qui veut dire je ne suis pas ici à regarder derrière pour mon son ou mettre ma main comme ça OK. pour sortir le son, Une belle comparé aux autres téléphones. Je pense que c'est le seul à date qui a Qui le font à l'avant? ouais, les écouteurs devant. Et de plus, la caméra des deux bords, qui fait que je n'ai pas besoin de tourner. Fait tourner. Ouais, pas besoin de tourner, juste de face, ça va aller. Une belle petite photo. Oh, c'est bien. Ouais. Puis ça fait combien de temps? Vous m'avez dit un an, dans le fond, que vous avez le Oui. téléphone. Alors, c'est ça, ça fait environ un an dès qu'il est sorti. Il est sorti en avril. OK. J'ai attendu 2-3 semaines, puis là, j'ai été le chercher. Vous saviez que c'était le modèle que vous vouliez? Oui, c'est ça que je voulais. Je savais que mon contrat finissait dans un mois. Alors, j'avais un mois de recherche OK. à voir ce que je voulais. Et puis, dès sa sortie, j'ai été le voir 2-3 fois. Et puis, finalement, on a été le chercher, C'était vraiment lui qui vous plaisait le plus. justement. Puis avez-vous déjà eu des problèmes à date avec le téléphone ou ça va bien? Jusqu'à date, ça va pas mal. On s'entend que c'est la technologie. Et puis, la technologie, un jour, va faire, pas faillite, mais elle va défectuer. Ouais. Alors, je l'ai dit un mois. Elle me causait des problèmes. Ça évolue vite. là. Oui, c'est ça. L'écran touchscreen ne marchait pas très bien. OK. Délai de message et tout ça. Alors, j'ai retourné, il m'a donné un nouveau. Ça a bien été. Et jusqu'à date, ça va bien. OK. Ouais. Puis allez-vous toujours rester avec Android ou... Moi, je suis fanatique d'Android quand ça vient au cellulaire. Les autres compagnies, Comme iPhone, iPhone, Apple, non? puis non, Apple ne m'intéresse pas tant que ça. OK. J'aime bien Android, ils ont plusieurs aspects différents, puis ils ont toujours des nouveaux téléphones. OK. Alors, j'aime bien ça. Puis aviez-vous un choix de couleur ou c'était la seule couleur disponible? Au Canada, il y avait seulement le gris. OK. Ben, le gris blanc, là, c'est métal. Là. Il aurait fallu le commander ailleurs pour Oui, avoir... c'est ça. Alors, OK. aux États-Unis, eux, ils avaient le noir. Puis là, je pense même qu'ils sont sortis avec différentes couleurs maintenant. Je pense que le rouge et le bleu qui sont disponibles. OK. Mais sinon, tu peux t'acheter une Il y a des caisses conçues pour caisse, ça? merci, Ouais. le mot que je Ça fait cherchais. plaisir. Là, il y a des caisses si tu veux changer la couleur. OK. Moi, j'aime pas trop la caisse parce que je trouve ça lourd, je trouve que ça devient beaucoup. Ouais. Alors là, c'est à mon propre risque. Alors si ça brise, ça brise. Ouais, c'est ça. Ouais. On essaie de ne pas le briser, hein, c'est Non, ça? non, on essaie de pas briser. Malgré que j'ai quand même égratigné mon Ouais, on peut écran un voir sur peu. l'écran, c'est vrai. Alors à force de tomber, il a égratigné. Ah, mais... Je suis vraiment désolée, c'est tout le temps qu'on avait. Oh, d'accord. Mais merci d'avoir été des nôtres et restez à l'antenne car pour la prochaine émission, ça va être Louis-Philippe Langlois qui vient nous parler de son katana. Merci, à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à notre émission Démolab. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Louis-Philippe Langlois, qui vient nous présenter un objet retrouvé dans un certain film. Bonjour, M. Louis-Philippe. Bonjour Brutus, ça va bien? Très bien, et vous-même? Ah oui. Très bien. Alors, M. Louis-Philippe, qu'est-ce que vous venez nous présenter aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, je viens vous présenter un katana. Un katana. Oui. Très bien. Et c'est quoi un katana? Un katana, c'est un sabre japonais, donc OK. fait d'acier. Un vrai sabre. Donc, celui-là, c'est pas un vrai OK. katana comme tel, parce qu'il n'est pas assez tranchant. Donc, il n'a pas été aiguisé. C'est plus une réplique pour décoration. OK. Par exemple, il est quand même assez pointu, donc il D'accord. pourrait être dangereux aussi, mais pas dans son Pas à ce point-là. pas à ce point-là, pour OK. moins tranchant. Alors, à quel point qu'un katana devient dangereux? Un vrai katana, c'est vraiment très dangereux. C'est une des lames les plus coupantes qu'il n'y a pas. OK. Souvent, ça peut couper un membre d'un seul coup, clean, quasiment comme un laser. Donc, si vous allez voir sur YouTube, il y a du monde qui coupe des bambous avec ça, puis ça fait Ah ouais. d'un coup, le bambou, il tombe. C'est assez fou. OK. C'est très, très coupant. Puis justement, c'est qui utilise ces armes-là? Ben, les katanas, la production de masse a commencé dans les années 1300 à peu près. Il y avait des versions avant, mais ce n'était pas considéré comme des katanas parce que c'était un peu plus petit. OK. Ils ont agrandi pour avoir plus de portée. D'accord. Donc, les katanas, c'est ça, ça a commencé à peu près dans cette époque-là. C'était utilisé par les samouraïs. Samouraï. Et Ouais. les samouraïs sont... Les Qui sont samouraïs, les c'est samouraïs? des guerriers, donc qui mélangent patience et beaucoup d'habiletés différentes. Mhm. Puis c'était la garde rapprochée de l'empereur aussi. Certains étaient utilisés comme garde rapprochée. OK. Ouais. Est-ce que ça vous dérange comme il n'est pas dangereux? On peut-tu l'ouvrir, juste le Bien voir? sûr, bien sûr. Donc on peut le voir ici. Faut attention pour accrocher les lumières. OK. D'accord. Alors, il est pas mal long. Il est quand Oui. même long. Pas mal. OK. Comme tu peux voir, il est assez pointu ici. Ouais. là. Mais Et- sinon, il n'est pas tranchant. Tous ces pictogrammes sur l'étui signifient quoi au juste? Ça, c'est une réplique du film du katana utilisé dans le film Kill Bill, Kill qui Bill. était utilisé par Bud, le frère de Bill. Comme OK. on peut voir juste ici. Donc, c'est écrit, je ne sais pas si vous pouvez voir, donc, to the only man, to my brother Bud, the only OK. man I ever loved, Bill. OK. Donc, c'est exactement le même qui a été utilisé pour Bud. OK, alors ça a été donné à son frère, ou si je comprends Oui, bien? c'est ça. Donc, Juste nous son expliquer frère, un petit c'est dans le film, c'est l'acier le plus. Les meilleurs katanas forgés par Hattori Hanzo. OK. Puis Bud en avait un. Bill en avait fait faire un pour son frère Bud. Puis Bud disait qu'il l'avait vendu, mais lors d'un combat entre la mariée et. Je me rappelle plus de son nom, son adversaire. OK. Lors de ce combat-là, elle a trouvé chez Bud un katana parce qu'elle avait plus le sien. OK, Elle a je trouvé comprends. celui-là, puis elle l'a ouvert, puis là, on a vu justement l'inscription ici. Puis avec cette inscription-là, on a compris que c'était celui de Bud. OK. Avez-vous une collection de katanas? Il y a des katanas, quand j'étais plus jeune, je collectionnais ça. Mhm. Ça, c'était pas mal ramassé dans mon garde-robe, là, mais j'en ai à peu près 5. À peu près 5. 5 katanas. J'ai d'autres armes d'arts martiaux aussi. OK. Genre, j'aimais ça avoir ça, puis je faisais des petits films amateurs avec ça. Donc, on avait bien du fun. On essayait de faire des scènes de Kill Bill, puis des choses comme ça. D'accord, très bien. Alors, merci, M. Louis-Philippe, de nous plaisir. avoir montré votre objet, le katana. Je suis sûr que moi-même, j'ai appris beaucoup et nos téléspectateurs ont appris beaucoup sur le katana. Alors, restez des notes pour notre prochain invité avec un objet spécial à nous montrer. Merci. Ça a bien été. Oui, Oui, on a eu assez de matériel. je passe au prochain. Prochain.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démo Lab. Aujourd'hui, avec moi, notre chroniqueur vedette, Éric Lavigne. Éric va nous parler d'un objet qui est en lien avec son sport préféré, le tennis. Devinez c'est quoi? Donc, Éric, à toi le service. Donc, bonjour tout le monde, c'est ça. Je vais être en train de parler de cette chose ici. Une raquette de tennis, ça fait longtemps que tu joues au tennis? Oui, ça fait depuis ma jeunesse que je joue souvent, OK. durant les étés, puis même à l'hiver. Mes grands-parents jouaient beaucoup au tennis OK. et mon père aussi. Donc, comme plusieurs familles, ils ont genre comme un sport, soit le hockey, le lacrosse. Moi, ma OK. famille, c'était le tennis. Le tennis. C'est ça. OK. Puis, c'est quoi les éléments qui forment la raquette à peu près? Ben, c'est assez simple. Je veux dire, tu as la tête de la raquette OK. qui est formée d'un genre de plastique. Auparavant, c'était fait de bois pour les raquettes. Et on a aussi les cordes faites d'un matériel genre des cordes nylon. là. OK. Assez absorbante. Clair, absorbante, c'est ça. Donc, ça peut absorber le choc. Tu as aussi la poignée qui va avoir un genre de ruban. Mhm. Tu ne peux pas être en train de jouer là, puis ta raquette revole. Donc, tu Uh-huh. mets ça là pour avoir de la Il faut aussi que ce soit du bois, puis tu te trempes des écharpes. C'est dans ça, les mains. c'est ça. C'est Ouais. justement ça. Puis c'est quoi, toi, les éléments qui te font choisir une raquette? Quand tu vas magasiner tes raquettes, c'est quoi que tu décides d'acheter? Moi, je préfère quelque chose un peu plus pesant. Mhm. Il y a des raquettes extrêmement légères, mais je préfère ça un peu plus pesant, Plus pesant. comme tu pourrais sentir. C'est un peu plus pesant oui, ouf, comme raquette. Uh-huh. Aussi, j'ai toujours acheté depuis mon enfance des raquettes de la marque Wilson. Wilson? Mhm. La marque, je veux dire, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, c'est juste la marque que j'ai toujours utilisée. Mhm. C'est ta Donc, préférée. C'est ça, quand tu es confortable avec quelque chose, tu restes dans ce Si style-là. tu serais sur une île perdue, ça serait comme Oui, c'est ton ça. meilleur ami. Comme Wilson. C'est ça, exactement. Ouais. OK. Toi, qu'est-ce que tu recherches? Quand tu choisis ta raquette, qu'est-ce que tu recherches aussi? Premièrement, je veux dire, il y a des raquettes qui viennent sans de cordes, avec des cordes. Moi, je les achète toujours parce que je sais Mais pas. sans corde, ça fait juste passer à travers. Sans cordes, il faut que tu achètes des cordes séparées, évidemment, puis les relancer. OK. Par contre, je ne sais pas comment faire ce processus. OK. Et donc, j'achète juste avec des cordes OK. déjà faites. À part de ça, tu sais, une assez grande tête pour pas que tu manques ton coup. OK. Il y a aussi des raquettes où que, genre, le cou ici est incroyablement long. OK. Moi, je préfère ça beaucoup plus entre les milieux, pas trop petit, pas trop long, juste pour que ça soit parfait pour mon type de Il y en jeu. a-tu qui sont plus larges? Plus large, des fois, oui. Mais Ça c'est dépend pas des un peu grandeurs. comme tricher? Encore, ça dépend de comment tu joues. Par exemple, celle-ci est une 4,5, je crois, pour la poignée. OK. Donc, la poignée a différentes grandeurs. Évidemment, des petits-enfants ne peuvent pas jouer Mhm. avec sa grandeur raquette. C'est plus petit. Donc, oui. Ah, c'est bien. Puis, donc, c'est pas mal ta raquette préférée, celle-là, dans celle que tu as? Oui, ma K4 de la série K-Factor Ah, OK. que Wilson a. Donc, merci beaucoup, Éric Lavigne. Ça m'a fait absolument C'était plaisir. très, très intéressant. J'en ai appris beaucoup à propos des raquettes. T'es vraiment un très bon chroniqueur. Merci, mon ami. Merci. Non, merci. Mon meilleur ami. Je t'aime. Merci. Pizza Hut.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démolab. On est ici aujourd'hui avec un invité tout à fait spécial, M. Vincent Lévesque, qui va nous parler au sujet de sa guitare Fender acoustique. Bonjour Vincent. Bonjour Eric, Donc, ça va aujourd'hui? ça va bien vous? Ah, parfait, parfait. Parfait. Donc, j'aimerais juste commencer, M. Vincent, en te demandant, c'est quoi l'importance de cet objet ici pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Dans le fond, elle représente tout parce que, dans le fond, c'est depuis que je suis au secondaire, je me suis procuré une guitare. Et de cette façon, je me suis comme habitué. Puis chaque jour de ma vie, j'ai jamais comme pas joué de guitare. Je pense que je joue à chaque jour. J'ai jamais skippé une journée. Puis c'est vraiment un instrument qui me passionne parce que c'est sans cet instrument-là, dans le fond, je serais pas capable de je serais pas capable d'être heureux, mettons. Oui, oui. Parce que c'est comme quelque chose qui manquerait. Là. Il Ouais. manquerait quelque chose, dans le fond. Donc, tu m'as dit avant qu'on commence cette entrevue que la guitare a changé ta vie. Oui. Donc, avez-vous l'intention à remplacer cette guitare en particulier? Mais dans le fond, je pense que cette guitare-là, je vais toujours la garder parce que c'est comme ma première guitare, Ouais. ma première vraie guitare que j'ai commencé à jouer avec. Et je trouve que c'est comme un instrument que je veux pas perdre, dans le fond. Je veux pas la vendre, même si ça vaut pas cher. Je trouve que c'est un instrument qui va être une grande valeur, pas en argent, mais bien sentimentale, mettons. Ouais. Peut-être que je m'en procurerai une autre plus tard, mais je pense que je vais la garder tous mes jours, dans le fond. Mais c'est certainement pas une guitare genre Fisher-Price. Non, c'est sûr que non. Y a-t-il des joueurs de guitare en particulier que tu admires? Des joueurs de guitare, je dirais, il y en a plusieurs. Il y a Slash, que j'aime beaucoup. Sinon, celui du groupe Mumford & Sons, j'aime beaucoup la guitare de Marcus Mumford. OK, Lui, oui. j'aime son finger picking. Il change tous ses accords de chaque corde. Lui-même fait ses propres accords. Je trouve que c'est un son excellent. Et le finger picking, je trouve que ça fait un super beau son mélodieux. Fait que j'adore ce guitariste-là, dans le fond. Donc, Mumford & Sons, c'est juste un groupe. Oui, c'est Que- un groupe, dans le fond. Ouais. Puis Marcus Mumford, c'est C'est Le c'est leader le du joueur. groupe. Ah, je vois. OK. le chanteur et le guitariste, dans le fond, C'est bon, c'est bon. principal. Parce que tu l'as ici avec nous aujourd'hui, peux-tu nous expliquer un peu ses fonctionnements? Puis, Son fonctionnement, dans le fond, pour nous permettre de jouer des notes et des belles accords, il faut avoir des combinaisons de notes, dans le fond. Oui. Puis cette combinaison-là, elle fait en sorte que 6 notes s'agencent, Oui. ce qui crée un accord. Mhm. Fait que quand tu frappes ta guitare, après ça, il y a un beau son qui sort et par la suite, tu peux acheter des sons mélodieux que tu composes toi-même ou que tu regardes sur des logiciels comment jouer des chansons. Fait que dans le fond, c'est simple. Tu payes sur une des cases, puis ce qui permet de faire une note. La combinaison de notes, elle va faire que c'est un son super mélodieux. Je vois, je vois. Donc, c'est ça, c'est les échos de Ouais, c'est les les échos. cordes puis la vibration. La caisse. Mais je sais que les tu as essayé de mélodies. m'apprendre là avant, puis ça ne fonctionnait pas. Mes guitares, mes guitares, en Ouais. autre mot, mes doigts ne pouvaient juste pas, n'avaient pas la force Ouais. pour tenir les guitares. Donc, as-tu trouvé qu'il y avait beaucoup d'entraînement là? C'est sûr que ça prend beaucoup d'entraînement, mais je dirais que les meilleurs guitaristes, c'est pas nécessairement ceux qui se sont le plus pratiqués dans le monde. C'est surtout ceux qui sont qui l'ont déjà. Ils l'ont Mhm. déjà comme en dedans d'eux. C'est excellent. Merci Ouais. beaucoup d'être ici. Hein? Ça me fait plaisir. Donc, revenez bientôt. On va avoir avec nous Eric Shimba qui va nous présenter son PS Vita. C'est correct. Je ne sais pas c'est quoi un PS Vita non plus. Donc, on est très intéressés à voir ce que ça va être. Donc, merci et bonsoir.
Bonjour et bienvenue à l'émission DémoLab. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Éric Chimba qui va nous présenter son fabuleux objet qui est technologique. Bonjour, M. Chimba. Bonjour. Alors, vous dites que vous voulez nous présenter une PS Vita, dans le fond? En fait, oui. Je vais vous présenter un objet, un gadget, Oui. qui est en fait comme une console de jeux vidéo, mais modifiée en version mini. OK. Yep. Ben, c'est en fait c'est vraiment quelque chose de portable. C'est comme pareil que les consoles de jeux vidéo de nos jours, ben, pas de cette génération, parce qu'on vient juste d'avoir une génération ici, les 15, la PlayStation 4 et la Xbox One, qui vient de sortir. Celle-ci fait partie de la famille bleue, parce qu'on leur diffère entre vert et bleu. OK. Vert pour le Xbox et bleu pour le PlayStation. Donc, celle-ci fait la partie bleue, et elle est la nouvelle version de la première qu'on a connue il y a des autres années passées. Oui. Fait que la remplacer de beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. On ne peut pas juste leur comparer par les tailles, mais celle-là, elle a vraiment été modifiée beaucoup pour qu'elle soit vraiment mieux de nos jours. Efficace. Parfait. Yeah. Quand vous dites que dans le fond, c'est un nouveau modèle, il n'y a personne qui avait inventé ça avant. C'est comme un nouveau modèle. C'est portable, mais vous dites que ça serait où ça a été inventé, dans le fond? Ce serait quoi ses origines? Ses origines? Chinois, japonais? Ses origines sont japonaises, comme vous l'avez dit à la fin, elles sont japonaises, Tokyo. Il paraîtrait, d'après moi, j'ai entendu que la console, elle a été inventée en 2010, mais elle n'a pas été réalisée. Mais il y avait des gens à Tokyo qui avaient déjà la console. OK. Fait que vers 2012, la console, elle est venue en Amérique du Nord. Elle a été lancée vers février, si je ne me trompe pas, sur deux modèles. Il y a la modèle 3G et la modèle Wi-Fi. Pouvez-vous nous montrer une petite démonstration? Comment l'ouvrir, dans le fond? Ben, pour l'ouvrir, c'est vraiment un bouton principal. Il y a pas mal de boutons qu'on peut reconnaître. Ouais. Ben, celle-là, c'est le bouton principal. Et l'une des meilleures choses qu'ils ont inventé et développé sur celle-ci, c'est que l'écran est touch. Okay, donc, on peut toucher l'écran, puis aller sur les options. On a ouvert, on a débloqué notre écran. Puis, on peut naviguer sur les options, comme vous pouvez le voir ici. On peut naviguer, puis sélectionner quelque chose qu'on veut. Par exemple, celle-ci, très différent de la version ancienne qui fonctionnait par des mini-disques. Ouais. Elle fonctionne par des petites cassettes que je vais juste sortir ici. Des petites cassettes. C'est comme des puces qu'on insère vers ici à la console pour commencer à vers comme ça, sa distraction est quelque chose qu'on peut dire. Donc, moi, je l'avais déjà installé un jeu qui s'appelle FIFA pour vous. Oui. Alors, pour jouer le jeu, il faut juste appuyer un bouton, puis attendre et puis appuyer sur Start. Ça peut être démarré sur n'importe quel langage. Et puis, il faut juste attendre pas mal, au moins 1 minute à peu près pour commencer. Pour que ça démarre. Yeah. OK. Yeah. Parfait. Sinon, est-ce qu'il y a des boutons? Comment que ça fonctionne, dans le fond? Si vous jouez à FIFA, ça serait quoi les boutons? Comme sur la console, normalement, la PlayStation 3. OK. Il y a des manettes. Donc, ces manettes sont transmises par des boutons ici, mais sauf que celle-ci, elle a été formée avec une manette. Ah ben, je suis désolé, M. Chimba, ça va être tout pour aujourd'hui. OK, mais je voudrais vous remercier à la maison pour nous avoir écoutés. Je voudrais vous remercier, M. Chimba, de nous avoir présenté votre PS Vita. Ça a été un plaisir d'en entendre davantage. Je vous invite à écouter l'émission de la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine.